Bien, écoutez, je veux vous remercier d'être là pour cette deuxième séance de la trilogie d'Open World, se comprendre et combattre l'antisémitisme, un enjeu de civilisation. Donc vous voyez l'ambition évidemment du titre et on est fiers d'avoir programmé cet événement qui nous vaut beaucoup d'amitié, il faut le dire, quelques inimitiés, il faut le dire aussi, mais surtout quelques réactions. Antisémitisme, d'accord, mais alors à quand l'antipalestinisme, par exemple? Voilà. Donc avec la volonté, peut-être, pour ceux qui m'interpellent, de mélanger tout. Hein. Et je dois dire ici, ce soir, que ce qui se passe en Palestine, et c'est dramatique, on aura l'occasion d'y revenir, bien sûr, rien, pas même ça, ne peut justifier l'antijudaïsme, l'antisémitisme. Il est séculaire, il revient, il a connu des périodes dramatiques avec des pogroms et le génocide, bien sûr, au XXe siècle. Et on a envie, évidemment, de ne pas reconnaître ces périodes. Et pourtant, on aura l'occasion d'en parler le 20 mai. Il y a un retour de l'antisémitisme très préoccupant. Il y a plusieurs périodes, je n'y reviens pas, on en a parlé le 12 mars dernier, pour ceux qui étaient là, à l'Institut Rachid, mais il y a comme une renaissance, si j'ose dire, évidemment le terme est un peu osé, hein, et depuis le Moyen-Âge, peut-être, il revient en force et il a abouti jusqu'à l'horreur de la Shoah pendant la guerre 40-45. Il s'agit d'une extermination de tout un peuple, d'une culture, d'une religion. C'est ça un génocide. On aura peut-être l'occasion, évidemment, d'y revenir dans la discussion. Ce n'est pas une guerre, c'est une extermination, l'élimination par tous les moyens, y compris le gaz, hein, comme on le sait maintenant. Et la révélation en 1945 de la Shoah, devant un monde ébahi, sceptique même devant tant d'horreur et l'abomination des crimes, ça n'avait pas de mots, et ça n'a pas de mots. Les gens étaient sceptiques, ils ne voulaient pas trop entendre ce qui s'était passé, car pour eux c'était non seulement inimaginable, mais c'était insupportable. Hein, et d'ailleurs, pour les rescapés, ils ont eu beaucoup de difficultés, on va y revenir, à en parler à leurs familles ou à leurs amis, qui n'avaient d'ailleurs pas envie d'entendre, qui voulaient tourner la page, pressés de passer à autre chose. Dans les familles, évidemment, on a fui le problème et on est tous concernés, qu'on soit juif ou pas juif. Je le dis ici, on a beaucoup de jeunes musulmanes dans la salle, on a des chrétiens, des catholiques bien sûr, on a aussi quelques juifs. Je ne sais pas s'ils sont si nombreux que ça finalement, on est peut-être plus nombreux, on est solidaires bien sûr de ce peuple-là, mais les familles ont découvert tardivement d'ailleurs ce qui était vraiment arrivé à leur père, à leur grand-père, à leur fils, ou à leur fille d'ailleurs aussi. Et moi qui viens d'une famille d'enseignants, je peux vous dire, j'ai découvert la Shoah en lisant Treblinka, j'avais déjà 20 ans. Et j'en ai parlé et j'ai appris avec horreur que j'avais un oncle qui était allé à Auschwitz. Il n'était pas juif, il avait chanté la Marseillaise un 14 juillet au Monument aux Morts. Il a été embarqué par les gendarmes français. Et d'embarquer comme ça des républicains, des gens qui chantaient la Marseillaise, des communistes, des tziganes ou des handicapés, ça justifiait d'autant mieux qu'il fallait emmener, y compris tous les juifs, se faire exterminer dans les camps de concentration. Alors c'est une période évidemment où c'est une période d'autant plus difficile que nous avons été, la France, je parle, pas moi personnellement bien sûr, mais les Français, complices. Hein, la France de Vichy en tout cas et d'autres gouvernements en Europe, je pense à la Hongrie en particulier, puisqu'on va voir un film hongrois ce soir, a été complice. On verra que ils ont raflé 800 000 Hongrois à la veille de la libération, à la fin de la guerre, dont 400 000 jeunes juifs, dont certains sont revenus, comme Imre Kertész, qui a fait un merveilleux livre d'ailleurs, Être son destin, qui est devenu un film qu'on verra tout à l'heure. Alors évidemment, c'est dur, mais en même temps, c'est fort, c'est beau. L'esthétique du film, j'en dirais quelques mots juste avant le film, est magnifique et ça renforce considérablement pour moi l'émotion. Il a été critiqué à sa sortie parce que justement trop beau, pour parler de l'horreur, avec une musique d'Ennio Morricone, excusez du peu, évidemment, mais vous allez voir, en tout cas, je pense qu'ils ont bien fait parce que ça renforce considérablement l'émotion, comme je viens de le dire.
Nous, on est fiers ce soir de pouvoir en parler, de dénoncer, de montrer. Merci aux Christine, d'ailleurs, d'avoir accepté de passer cette soirée ici. C'était pas évident. On a eu du mal à trouver les salles, il faut le dire, parce que, oula, sujet sensible, on n'a pas envie d'avoir des manifs devant notre ciné, ou bien même peut-être, allez, je sais pas, des exactions, peut-être, pourquoi pas. Elles existent, hein, y compris à la fac. Youssef nous en parlera. Et c'est pas si simple, évidemment, dans une période où l'antisémitisme est de retour. Nous avons 3 invités pour en parler. Judith Cohen-Solal, je vais l'inviter ici. Viens, Judith, si tu peux t'asseoir. Tu choisis, t'es la première, donc tu choisis ta chaise. Elle est psychanalyste, elle est écrivaine, elle est réalisatrice maintenant de films et de documentaires, on va en dire quelques mots après. Jonathan Ayoun, lui il est réalisateur de profession, essayiste aussi, j'ai vu ça. Ils ont co-réalisé un magnifique documentaire, j'avais préparé plein de slides, mais ma foi, tant pis, j'ai passé 2 jours pour rien, on les mettra sur le site. Et donc, Jonathan, tu te mets où tu veux, Jonathan, il n'y a pas de souci. Et ils ont réalisé un formidable documentaire, je vous invite évidemment à le voir pour ceux qui ne l'auraient pas vu, qui s'appelle Histoire de l'antisémitisme. Il est déjà passé sur Arte 2 fois, je crois. Hein. Moi, je l'ai vu 2 fois, donc c'est... Et évidemment, en 4 temps, 4 épisodes, j'y reviens tout de suite, après vous avoir présenté Youssef, donc Youssef qui est ici, le président... Murciano, exactement, de son nom de famille, président de l'Union des étudiants juifs. Assieds-toi, Youssef, pas de souci. L'Union des présidents juifs de France. Alors, Judith et Jonathan vont nous parler de la période de la montée vers la Shoah et tout de suite après, ce qui s'est passé. Et puis, Youssef, lui, il nous parlera plutôt de comment on invente maintenant le devoir de mémoire, comment on va l'inventer dans la période qui vient, alors que les survivants, les rescapés, sont en train de disparaître tous les uns après les autres, puisqu'ils ont 100 ans, 102 ans, 103 ans, ils sont vieux, et ils ne pourront plus témoigner. Donc comment fait-on pour continuer à informer et à impliquer évidemment les gens, les populations, pour que ça ne revienne pas? La haine du juif a pris beaucoup de formes. Vous nous en parlerez, vous le ferez mieux que moi, évidemment. Et je veux dire qu'il faut écouter pour essayer de s'assembler pour que ça ne recommence pas. Comment on va continuer le devoir ou le droit à la mémoire, tout simplement? Dans les musées, vous verrez que Jonathan tout le dira, j'avais mis le teaser, dans un des teasers que Jonathan avait préparé, et Judith, de leur documentaire, il y a une rescapée qui nous dit moi je veux pas être dans les musées. Moi Auschwitz, on fête le 80e anniversaire de la libération. Moi, c'est ma terre, c'est ma vie. Il y en a même qui demandent à être enterrés là-bas. J'y ai laissé énormément là-bas. Et je ne suis pas dans un musée. Hein, donc, dans les musées, et en même temps, le mémorial de la Shoah, bravo à eux pour tout ce qu'ils font. Dans les écoles, bien sûr, le rôle des éducateurs, former les enfants, la littérature. J'ai parlé d'Être son destin d'Imre Kertész, mais il y a beaucoup d'autres livres, et le cinéma. Alors moi qui dirige un ciné-club, évidemment, je pense que le cinéma a une responsabilité particulière, parce qu'il peut parler en un court temps de période importante. Et cette année, je veux saluer non seulement le cinéma, mais aussi la télévision française, pour une fois. C'est pas toujours. Enfin, pour une fois, j'exagère. Mais en tout cas, la chaîne publique a fait de gros efforts, puisqu'on a eu droit à l'histoire de l'antisémitisme, mais on a eu droit aussi de Catherine Bernstein à Auschwitz, des survivants racontent. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est magnifique pour les 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz. Et c'était, comment dire, avec des images d'archives d'ailleurs, comme dans votre documentaire, époustouflant. Un travail énorme. Et puis, ils ont repassé jusqu'au dernier, la destruction des Juifs. Ça, c'est une série qui avait été réalisée pour les 70 ans, la libération du camp d'Auschwitz. Donc, il est en 8 épisodes de 52 minutes chacun. Donc, il existe pas mal de choses. Et puis, il y a un petit film, j'exagère, un film d'1h30 qui s'appelle, d'ailleurs, je ne me rappelle plus du nom, mais un film, ça s'appelle Les Survivants.
tout simplement, de Patrick Rothman, je ne sais pas si vous l'avez vu, voilà, de témoignages d'une dizaine de survivants d'Auschwitz, c'est tout leur film, et ils font le tour en ce moment de France pour aller dans les écoles aussi, pour expliquer, ils emmènent d'ailleurs leurs témoins avec eux, très courageux témoins, parce que c'est des personnes fatiguées souvent, bien sûr. Mais il existe quand même une centaine de films, je suis allée voir sur la Shoah. Et alors vous en connaissez quelques-uns, la Shoah tout simplement, de Lanzmann, ça dure 10 heures pour ceux qui l'ont vu. Les brouillards, évidemment, il y en a qui ont découvert la Shoah avec ce film-là. C'est très très important d'aller voir tout ça. C'est souvent des films qui ont le point de vue des victimes. Et j'aime beaucoup aussi le point de vue de Christian Lingrao, qui est un historien, qui dit il faut avoir le point de vue des victimes, il faut aussi voir celui des bourreaux. Et il a beaucoup travaillé sur le nazisme, sur Hitler. Et évidemment, c'est difficile. Je ne sais pas si vous avez vu ce film très dur d'ailleurs, très glauque, j'allais dire, jardin là derrière le camp de la zone d'intérêt. Voilà, il existe aussi des films comme ça qui font aussi beaucoup réfléchir, qui aident aussi à la prise de conscience. Et donc je propose évidemment que vous alliez, évidemment pas que ça, il faut voir aussi des films gays, il faut voir toutes sortes de films, tout type, mais allez voir ça. En ce moment, c'est une période favorable pour prendre conscience, pour connaître. Et moi, je propose d'ailleurs qu'après cette trilogie, avec Frédéric Mondodon, qui est la professeure de l'UPEC avec qui nous avons fait un partenariat à l'université, nous allions devant ces jeunes qui sont venus à la première séance, qui viennent à la deuxième, qui viendront à la troisième, faire un débriefing de ce que nous avons vu sur ces 3 séances. Parce qu'il y a eu des réactions, des belles réactions, des réactions plus violentes, des réactions de jeunes, parce que nous nous sommes permis, à juste raison, je crois, mais ça fait partie du débat, de critiquer l'attitude de LFI. On en reparlera avec Youssef, certainement, dans les facs qui organisent des comités pour harceler, ostraciser évidemment les jeunes juifs des écoles. On critique les filles, mais alors nous sommes dans un milieu d'extrême droite ici. Alors bon, Herzog non, pas d'extrême droite, Jevorka non plus, moi non plus, vous non plus. Et donc, par contre, non, nous ne devons pas laisser faire, personne d'ailleurs, et nous devons nous unir. Et ce sera l'objet de la 3e séance, comment on coopère, musulmans, juifs, chrétiens, pour combattre l'antisémitisme. Et nous inviterons d'ailleurs SOS Racisme, du coup, et le président de la Fondation de l'Islam de France. On a vu le grand rabbin pour la première séance, on aura la Fondation de l'Islam de France pour la dernière séance. Et nous chanterons, nous, la chorale, ce soir Göttingen, mais le 20 mai, nous chanterons la prière des mères pour la paix. C'est un chant qui a été réalisée par une jeune israélienne qui a invité les Arabes et les chrétiennes à venir chanter. Elles étaient 4000 femmes dans le désert, des 3 communautés religieuses monothéistes. Et nous associerons, nous les pères, parce que comme j'ai dit la dernière fois, tant que les pères feront la guerre, ou ne chanteront pas pour la paix, nous aurons la guerre. Il faut donc qu'on soit ensemble, hommes et femmes, bien sûr, pour ce combat, qui reste un combat, évidemment, et dans cette période actuelle, un combat difficile et qui s'annonce en plus très difficile. Donc je vais donner la parole tout de suite alors à Judith, si elle le veut bien, qui va nous parler. Il y a un micro à côté de toi, je vais m'asseoir et je vais me taire définitivement, sauf pour vous donner la parole après. Donc, et qui donnera la parole à Jonathan, qui embrayera sur ce que c'est que la Shoah, parce que je crois qu'il faut venir là-dessus. On en a un petit peu discuté ensemble. Comment ça a été reçu, comment après ça a pu effectivement se faire connaître. Oui, et puis Jonathan nous parlera du rôle évidemment des documentaires ou de l'information pour sensibiliser, faire prendre conscience, mobiliser les gens. Et Youssef prendra le relais enfin pour nous dire comment il compte inventer avec son association un autre type de travail pour la mémoire, pour qu'on n'oublie pas et pour que, si on peut, combattre pour que ça ne revienne pas. Judith, c'est à toi. Bonjour, bonsoir. Alors, je suis très
honorée d'être avec vous ce soir. On n'a pas toujours un public aussi pluriel à tous les sens du terme, donc c'est toujours très très agréable de se retrouver avec un public de tous âges, des hommes, des femmes, des filles. Voilà, tout ça, moi, ça me fait très plaisir déjà. Donc je remercie bien sûr Claude, parce que c'est grâce à elle que nous sommes là. Et puis quand elle nous a appelés, qu'elle nous a dit, voilà, est-ce que vous voulez venir, on va faire ça. On ne se connaissait pas. Et j'avoue qu'on ne s'attendait pas à ce que ça soit vraiment voilà, aussi bien, dans une belle salle de cinéma. Donc on est très contents. Et donc merci, enfin en tout cas moi je suis ravie. Alors je ne pense pas qu'on va pouvoir faire tout ce qu'a dit Claude, parce que à la fois... s'il faut expliquer la Shoah, s'il faut aussi dire ce qui s'est passé avant, après. Bon, justement, la série documentaire que nous avons fait, enfin que j'ai coécrit avec Jonathan Ayoun, qui en est le réalisateur. Donc il y a 4 épisodes d'1 heure. Et déjà, c'était très 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 compliqué. Mais comme l'a dit Claude, c'est vrai que grâce au cinéma, au documentaire, on arrive à recouvrir une période de temps qui est assez longue, mais dans tous les cas, ce qui est particulier dans ce documentaire, dans cette série documentaire, c'est que justement, on ne parle pas de la Shoah, parce que c'est l'histoire de l'antisémitisme de l'Antiquité à nos jours, et il y a un épisode qui s'arrête juste avant la Shoah, donc c'est la montée du nazisme, et juste avant la Shoah, et l'épisode d'après va commencer juste après la Shoah, parce que dans l'histoire de l'antisémitisme, la Shoah d'abord a une place particulière. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites là-dessus. Et justement, on s'est dit qu'il fallait plus d'1 heure. En tout cas, c'était mieux comme ça. Et c'est aussi, du coup, ça me fait penser à ça aussi. On a fait un autre documentaire qui s'appelle Sauver Auschwitz. Et qui justement aussi parle de Auschwitz, le camp d'Auschwitz, de 1945 à nos jours. Donc voilà, on s'est beaucoup intéressé... dans tous les cas, à ce qu'on faisait de la mémoire, des lieux de mémoire, puisque finalement, c'est quand même très important. Et je dirais, parce que, comme je l'ai dit, je ne vais pas reprendre la Shoah, les dates, enfin, on ne va pas faire un cours d'histoire sur la Shoah, c'est pas possible, et sûrement pas en un quart d'heure. Par contre, on peut tirer quelques fils, et on va dire que, si on parle de la Shoah spécifiquement, et pas de la Seconde Guerre mondiale, mais de la Shoah, qui est un projet d'extermination, d'élimination du peuple juif, des juifs, dans son entièreté. Puisque l'idée, c'est qu'il ne fallait pas en laisser un seul, parce que si on en laissait un, ils allaient recommencer à bourgeonner, et il y en aurait encore d'autres, et qu'il fallait vraiment débarrasser la terre du peuple juif et des juifs. Donc, peu importe leur âge, donc du plus petit bébé, enfant, jusqu'au plus vieux, c'était le projet nazi, donc le projet d'Hitler, et ça s'appelait donc la solution finale. C'est-à-dire, on allait, une bonne fois pour toutes, régler la question des Juifs, mais au fond, pas parce que c'était la question des Juifs, mais parce qu'on avait projeté sur un peuple, le peuple juif, tout le mal possible, et tout ce qui allait représenter, ce qui empêchait le monde d'aller mieux, d'avancer, donc ce qui empêchait chaque individu de prospérer, d'avoir une vie normale en fait. Donc le problème, c'était les Juifs. Vous voyez, comme ça au moins c'est dichotomique, ça a l'air simple dans la définition, mais c'est malheureusement, la simplicité est tellement horrible et tellement énorme et incroyable, et pourtant c'était ça. L'idée c'est les Juifs. Alors pourquoi les Juifs ? Donc oui, l'histoire de l'antisémitisme montre que ça faisait bien longtemps, ça a commencé il y a beaucoup de temps, c'était au temps des... non, on l'a noté à Alexandrie avec les Romains, les Égyptiens, et à ce moment-là, c'est le premier acte, on va dire, qui est un acte antisémite. Mais c'est cette idée qu'à un moment donné, cette population-là, ces gens-là, alors qu'ils sont un peu partout, justement, nom d'un journal antisémite pendant la guerre, ça s'appelait « Ils sont partout ». Donc par ce qui définit même les Juifs, c'est-à-dire cette complexité du peuple juif qui est à la fois un peuple, puisque le peuple juif est à la fois une religion,
puisque c'est pas nécessairement la même chose. Et donc, il y a une organisation du peuple juif qui fait que c'est à la fois soutenu par une foi, et en même temps, il y a tout un corpus social qui est inclus justement dans cette foi et dans la manière de la vivre. Le corpus social, un corpus politique, comment c'est organisé, ça peut fonctionner de manière autonome. Ils ont pensé à tout. Donc c'est pour ça que ça rejoint cette idée de peuple. Et c'est aussi parce qu'à un moment donné de l'histoire, enfin à 2 moments, ils se sont retrouvés en terre de Judée, et qu'ils ont eu à ce moment-là une terre. C'était un peuple qui avait une terre. Alors il y avait une promesse divine, tout ça. Encore une fois, on ne va pas reprendre tout, mais il se trouve que il y a eu assez rapidement un exil, rapidement sur 5000 ans, hein, pas rapidement un jour. Donc il y a eu un exil, et les Juifs donc se sont trouvés éparpillés, et ils ont continué à maintenir une pratique, mais aussi un espace culturel de vie commune. Et c'est comme ça que ils ont suscité de la méfiance. Parce que, mais qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là? Alors c'est un peuple. Si c'est un peuple, bon bah ils ont une terre et ils doivent y retourner ou pas. Mais enfin, si il y a une terre, mais c'est un pays. Si c'est un peuple qui n'a pas de pays, donc il est partout, mais qui dit qu'en fait il peut être juif français, mais juif allemand, mais juif russe, mais juif soviétique. Alors qu'est-ce que ça veut dire là? Donc, déjà cette interrogation, c'est-à-dire cette difficulté à définir ou à mettre dans une case les Juifs, ça suscite de la méfiance. Et puis après, bon, mais alors, ils sont comment les Juifs? Ils sont noirs, ils sont blancs, ils sont métis, alors ils sont un peu tout. Ah bon? Alors donc, comment on fait pour les repérer? Donc on ne peut pas les repérer. Ils peuvent être, c'est pour ça, vous voyez cette idée de ils sont partout, c'est-à-dire finalement ils peuvent être là. Alors bon, si vous avez arrêté de croire dans le Dieu des Juifs, ou si vous avez arrêté de croire en Dieu, vous arrêtez d'être Juif. Ah ben non, puisque vous continuez, puisqu'en fait on est Juif si sa mère est juive. Donc c'est une définition nationaliste, enfin de nation en termes de peuple justement, plus que de religion. On n'est pas obligé d'être religieux, mais par contre... Bon, mais alors donc, ça dure combien de temps? Sur combien de générations? Alors peut-être qu'on peut être juif, mais quoi? Alors les petits-enfants, ils sont juifs, même s'ils arrêtent de croire, même s'ils arrêtent de pratiquer. Donc en fait, vous voyez, donc ça a suscité, c'est comme ça qu'à l'Inquisition, dans les années 1400, autour de 1492, avant et après, en Espagne, on a décidé qu'il fallait plus que les Juifs aient des postes, qu'il fallait qu'ils s'en aillent, parce qu'il y a eu plusieurs périodes de l'histoire où on s'est dit non mais ceux-là, là, ils sont trop bizarres, on ne sait pas ce que c'est, on arrive à projeter des choses sur eux, puisqu'en fait, on ne prend pas, c'est pas assez défini. Donc on projette sur eux, et donc on va projeter le mal. En plus, bon, bah, ils n'ont pas voulu croire en Jésus, que Jésus était le Dieu de résurrection, donc bah, ça pose un problème pour ceux qui y croyaient. Donc il y a eu aussi l'antisémitisme chrétien, comme il y a eu, donc voilà, j'essaye de couvrir quand même un peu de temps pour arriver à cette histoire, parce que finalement le projet de la Shoah, le projet de la solution finale et le projet nazi, il est construit d'un peu de toutes ces différentes périodes qui l'ont précédé. Donc d'un antisémitisme qui a été d'un antisémitisme chrétien, parce qu'il fallait poursuivre les Juifs parce qu'ils étaient le reniement du christianisme, et puisque le christianisme, ce sont des Hébreux, des Juifs qui, à partir de l'Ancien Testament, donc qui continue à être le livre des Juifs, ont vu qu'il y avait quelqu'un qui était là et qui correspondait à la définition du Messie. Le Messie, c'est celui qu'on attendait. Donc il est arrivé, donc ça crée des changements. Donc on ne peut pas continuer à être avant et après, en quelque sorte. Donc les Juifs continuant à être là, bah, ça va pas en fait. Juste, ils sont dans une négation, et on considère qu'il faut soit qu'ils se convertissent, soit qu'ils disparaissent, on les tue. Donc il y a eu des périodes où on a expulsé les Juifs de différents pays, même de France d'ailleurs à un moment donné. Et puis, mais il y en avait quand même toujours un peu. Mais enfin, ça s'appelait l'expulsion des Juifs, parce que quand même, ils n'avaient plus le droit d'être là. Mais aussi, il y a eu celle où on les a tués. Je parlais de l'Espagne, et où on a même défini justement que, ok, alors il y a eu des conversions. Et après, on a dit que les postes importants, il fallait voir quand même s'ils avaient des ancêtres juifs. Ça marchait pas non plus. Il fallait faire attention, avec cette idée qu'il faut toujours se méfier
purifier. Et arriver à la solution finale, c'est un peu tout ça à la fois. Il faut plus qu'ils soient dans les pays, mais il faut les éliminer. Et alors, c'est pour ça que ça s'appelle la solution finale. C'est comme si, au fond, pour Hitler, qui adhère à différentes formes d'antisémitisme, l'idée c'est de dire, en fait, personne n'est arrivé vraiment à s'en débarrasser. C'est pour ça qu'il faut s'en débarrasser définitivement. Donc c'est pour ça que c'est la solution finale. Mais pour se débarrasser de gens, donc il faut tous les tuer, c'est quand même compliqué. Alors c'est compliqué, mais ce projet fou a quand même existé. Non seulement il a existé, mais il a donc tué 6 millions de juifs. 6 millions, c'est beaucoup, hein, parce que les chiffres comme ça veut rien dire, on dirait que c'est que 6. Mais 6 millions, c'est beaucoup de fois 1. En fait, 6 millions de fois 1, c'est énorme. Et donc il a fallu chercher des projets... donc les gazer, donc les tuer à bout portant, donc beaucoup de choses. Et donc, ce qui est intéressant peut-être à entendre de ça, c'est que c'est cette idée que finalement on allait enfin se débarrasser du mal. C'est-à-dire que Hitler, lui, se disait dans sa mégalomanie dingue que lui, il allait réussir ce que les autres n'avaient pas réussi. Donc il avait déjà toute cette histoire qui l'avait précédé avant. Et malgré tout, il fallait aussi... C'était son projet, et c'est pour ça que, d'une certaine manière, l'après-Shoah va être aussi façonné par cela. Il fallait effacer, alors non pas leurs traces, il avait prévu qu'il allait y avoir des musées dans lesquels on mettrait ce qu'on voulait des Juifs, pour se rappeler qu'ils avaient existé, mais pour se rappeler combien ils étaient d'ailleurs mauvais. Donc il y avait des expositions, il y avait des caricatures, il y avait tout ça qui existe toujours. Et il a utilisé, encore une fois, un peu de tout ce qui a existé pendant de nombreux siècles. Et il l'a mis là, et il s'est dit qu'il fallait donc effacer la trace des Juifs dans leur vie à eux, mais aussi, il y avait cette idée que, quand même, ça se fait pas de tuer autant de gens de cette manière, de les tuer dans les chambres à gaz. Donc en fait, dans le projet nazi, il y avait aussi le projet de l'effacement de l'effacement. C'est-à-dire, il fallait effacer les traces des meurtres de masse. Donc ça faisait partie du projet, ce qui fait que ça a aussi un impact sur l'après-Shoah, puisque tout ce qui s'appelle le négationnisme, le révisionnisme, enfin tous ces espaces où on a voulu mettre en doute le fait qu'on avait tué autant de gens et qu'on les avait tués de cette manière-là et de manière aussi horrible en tuant les mères, les enfants, tout ça. Et donc c'était dans le projet. D'ailleurs, toutes les archives qui existent, ce sont des documents qui ont été sauvés, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils étaient en train d'être détruits, et notamment, on parle du camp de Auschwitz. Auschwitz, en fait, il a été découvert par hasard par l'armée soviétique qui était en marche pas loin, qui a fait un détour, c'était même pas sur leur chemin, et ils sont tombés sur Auschwitz. Donc à ce moment-là, les nazis qui étaient à Auschwitz, ils étaient en train de tout éliminer. Ils étaient en train de tout brûler, ils voulaient qu'il ne reste pas de traces. On prend par exemple un autre camp en Pologne qui est plus loin, et à côté de Lublin, et donc dans ce camp-là, à Treblinka, il n'y a plus rien. Parce qu'ils ont réussi à tout éliminer. C'était plus facile parce qu'en fait, les gens ne restaient pas à Treblinka. Ils arrivaient, ils étaient tués, donc par milliers. Ils étaient gazés. Et après, il n'y avait pas de traces, il n'y avait pas de lieu de vie. Donc c'était plus facile d'éliminer, mais n'empêche qu'il n'y a plus rien. Donc après, il y a des stèles qui ont été montées. Il y a des petits musées qui racontent ce qui s'est passé là. Mais pas de traces. C'était quand même ça l'objectif. Et donc quand ils ont été pris, et d'ailleurs aussi pour tout ce qui concernait... les documents, mais finalement les documents sont restés, et nombre de documents étaient très précis, parce que par contre les documents qu'ils avaient étaient très précis. Donc la Shoah, c'est le projet d'élimination d'un peuple, ce qui quand même interpelle, à partir donc de beaucoup de thèses qui se sont accumulées. La thèse raciale donc, mais avant ça, donc je disais, thèse raciale de Hitler et des nazis, mais avant ça, il y avait donc déjà à un moment donné les chrétiens qui voulaient montrer qu'en fait les juifs c'était le diable et qu'ils étaient mécréants et que pour cela il fallait les éliminer. Donc on a créé cette image du juif à partir d'imagerie qui ressemble à celle du diable. Donc il a un nez crochu, il a des grandes oreilles, il a des petites cornes, il fait peur. Donc on a créé ça. Donc c'est-à-dire que ça s'accompagne de beaucoup de fantasmes
Mais ce qui est incroyable, c'est qu'on retrouve aujourd'hui encore, beaucoup, des traces de cela. Et dans les sondages, on retrouve des stéréotypes antisémites dans la vision, la représentation que se font les gens aujourd'hui, en 2025. Ça continue. Merci. On va passer la parole à Jonathan parce que l'idée, ce serait quand même qu'il y ait quelques questions de la salle. Je voudrais dire, pour rebondir sur ce que Judith a dit, on les élimine, on les chasse des villes, des pays, des régions et flûte, les crises, elles continuent quand même. Hein. C'était le sujet de la ville sans juifs qu'on a passé d'ailleurs le 12 mars, un film formidable de 1924, un film autrichien, accompagné au piano en live. Je veux saluer notre pianiste là-bas, qui était complètement habité par sa prestation et c'était complètement surréaliste et c'était formidable et c'était ça le sujet évidemment du film, hein, que cette montée de l'antisémitisme, les pogroms partout et puis bon, ils nous emmerdent ces juifs, c'est de leur faute si tout arrive, c'est les boucs émissaires, on les chasse et puis non ça continue. Jonathan, c'est à toi. Oui, je suis très attaché également à ce film. Il figure d'ailleurs dans la série documentaire Histoire de l'antisémitisme. Donc, tout comme vous, je pense que ces images-là sont très fortes, parce que c'est peut-être la première fois, en tout cas dans le public autrichien, lorsqu'il a été projeté la première fois, je ne comptais pas démarrer là-dessus, mais bon, puisque tu en parles, je le fais également. C'est la première fois qu'il y a un film qui a eu un tel succès public pour dénoncer l'antisémitisme, alors que dans ce même moment, l'antisémitisme était en train d'exploser, puisqu'on était dans les dernières décennies avant la Shoah. Et donc, pour redire un mot pour ceux que je pense, la majorité qui n'ont pas vu le film, à la suite de problèmes économiques dans la ville de Vienne, le gouverneur décide dans une ville utopique, qui pourrait, voilà, je suis raison, je suis plus juste dans une ville utopique, il décide de dire, pour calmer la colère du peuple, la colère populaire, de se dire c'est la faute des juifs, donc on va les dégager de la ville, pour dire un peu vulgairement et trivialement, on va les dégager de la ville, et là, tout ira mieux. Et donc il vire les juifs de la ville en pensant que ça allait régler les problèmes économiques. Le temps passe et des problèmes encore plus graves économiques arrivent. Et donc le peuple est très en colère contre lui, mais il a plus de bouc émissaire, pour reprendre ton expression. Donc les juifs ne sont plus là, on comprend que ce n'est pas lié à eux. Et donc c'est finalement lui qui chute et les juifs reviennent dans la ville. Et après la ville reprend une prospérité économique. Non pas parce qu'il y a le retour des juifs, c'est pas grâce aux juifs que l'économie fonctionne bien, mais la présence des juifs, en tout cas là, est permis. Parce que dans tous les cas, cette association juifs, bouc émissaire, juifs, sont les responsables de tous les maux de la société. C'est en effet le point matriciel de l'antisémitisme, c'est-à-dire de définir les juifs comme responsables de tous les malheurs qui nous arrivent. Et à chaque crise, parce que tu fais référence à cela, à chaque crise, à chaque bouleversement, on remobilise tout ce corpus d'accusations et on le met au goût du jour. Et on l'a vu donc pendant les crises économiques, mais pas seulement. La crise sanitaire a été, quand il y avait des épidémies au Moyen-Âge, les Juifs étaient responsables des empoisonneurs depuis. Pendant, ce qui nous concerne nous, pendant la crise de coronavirus, eh bien, il y a eu beaucoup d'accusations qui sont remontées en disant mais ça a été fabriqué dans des laboratoires pharmaceutiques dirigés par des juifs. Et d'ailleurs, la ministre de la Santé en France est juive. C'est d'ailleurs la belle-fille de Simone Veil. C'est elle qui a construit tout ça. Et on les a vus ressortir. Moi, j'avoue que j'ai été frappé. Je ne pensais pas que ces si anciennes, ancestrales accusations allaient de mon vivant les voir ressurgir au moment de la crise du coronavirus. Bon, après, il y a eu plein d'autres moments, mais je prends celui-là parce qu'il est marquant, et notamment pour en parler aux plus jeunes. Alors, pour répondre à la demande de cette table ronde, parler des défis et du combat d'hier et d'aujourd'hui pour transmettre la mémoire de la Shoah. Je vais essayer d'être court et rapide, mais je vais essayer de brosser, de traverser de 45 à nos jours, parce que je dis, tu as fait avant et comment on en est arrivé là, de 45 à nos jours, à travers notamment tout ce que tu as évoqué au début, donc ces films que les moins jeunes ici connaissent très bien, mais que les plus jeunes ne connaissent pas du tout. Et peut-être juste faire 2-3 références cinématographiques, mais surtout expliquer comment
alors ça va parler pour beaucoup de monde, mais pour d'autres ça va être une découverte, comment ça a été si compliqué. Aujourd'hui on a l'impression que, et tu as listé tous les films en ce moment à la télévision, il y en a beaucoup, précieux, importants, mais on a l'impression que c'était comme si c'était acquis. Non, transmettre, parler de ce qui s'est déroulé pendant la Seconde Guerre mondiale et le processus d'extermination des Juifs a été un combat. Et un combat difficile parce qu'il a été très compliqué de faire en sorte que ça devienne un sujet aussi central dans la conscience nationale française, et d'ailleurs même au niveau international. Et ça peut paraître paradoxal aujourd'hui si on se dit mais comment c'est possible que cela ait été si pénible, si douloureux, et pourtant ça l'a été, et ça a été un long chemin. Alors souvent on s'est dit que c'était parce qu'au retour des camps, les rescapés et les survivants ne voulaient pas parler, ne voulaient pas raconter ce qui leur était arrivé. C'est en partie vrai. Certains, en effet, au retour des camps, n'avaient qu'une seule chose en tête, oublier, vous avez raison, mais plus qu'oublier, vivre. Ils avaient perdu, ils avaient la plupart de leur famille décimée, ou alors la chance de retrouver quelques-uns. Ils voulaient vivre, reconstruire, se reconstruire, aller de l'avant, et ne pas avoir à raconter ce qui leur arrivait. Il y en a d'autres, par contre, qui ont fait le choix de raconter, de chercher à raconter. Ils revenaient de l'horreur, des camps de la mort, et ils ont voulu raconter ce qu'ils avaient vécu, mais les gens ne voulaient pas les entendre. La société française n'était pas prête à écouter ces récits-là. Personne, d'ailleurs pas qu'en France, mais c'était très difficile de pouvoir donner de l'intérêt à cela, tellement c'était si traumatisant, si imprenable. À cela s'ajoutait une autre problématique qui était le conflit mémoriel. Quand je dis conflit mémoriel, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de gens ont été traumatisés, ont été touchés par la guerre. Et bien évidemment, les Juifs ont été déportés dans un processus d'extermination. Mais il y avait par exemple tous les opposants politiques, à commencer par les résistants, qui pouvaient aussi être déportés, eux, dans des camps de concentration. Et bien sûr, beaucoup ont souffert terriblement, beaucoup sont morts. Et il y a aussi cette mémoire-là, la mémoire des déportés non-juifs, des déportés politiques, et la mémoire des résistants. Et cela aussi a été un combat. Et ce combat-là, souvent, a été mis en se disant, bon, ben là, on va plutôt parler de ceux qui ont mené le combat que parler des Juifs. Et donc, il y a eu tout un premier temps où c'était plutôt la mémoire résistante, où la mémoire politique, des déportés politiques était mise en avant. Le temps passe, je vais essayer d'aller beaucoup plus vite, pour l'échange. Le temps passe et il a fallu deux choses. Alors, je vais conclure comme ça, avec deux événements, deux choses très importantes. C'est les procès, et notamment en 1961, le procès Eichmann, qui était l'un des grands commanditaires de la solution finale, du génocide des Juifs, a été arrêté, capturé par les services secrets israéliens, parce qu'on est en 61, donc on est 15 ans après la fin de la guerre. Il était en Amérique latine, il a été retrouvé, capturé, jugé, et c'est pendant ce jugement-là, qui a eu lieu à Jérusalem d'ailleurs, pour la première fois, il y a un homme qui est poursuivi pour, non pas crime contre l'humanité, c'était tout de même un crime contre l'humanité, mais il était jugé pour crime contre le peuple juif. Parce qu'en effet, il voulait détruire tous les juifs de la planète. Et il était aux commandes. En dessous Hitler, bien évidemment, mais il était aux commandes quand même. Pendant ce procès-là, beaucoup de gens ont témoigné. Et c'est la première fois que les témoignages ont été à ce point-là connus. Et parce que c'était un des premiers procès filmés et diffusés à la télévision. Et donc ça a été une onde de choc énorme aux États-Unis. Même aux États-Unis, par exemple, les Juifs américains n'avaient pas encore suffisamment conscience de ce qui s'était passé pendant la Shoah. Il a fallu donc attendre 15 ans après un procès pour qu'ils prennent la mesure de cela, ce qui d'ailleurs va amener beaucoup de Juifs américains à s'engager dans le mouvement pour les droits civiques, pour faire en sorte que les Noirs ne soient pas vus comme inférieurs dans la société américaine. En disant le plus jamais ça, tout le monde connaît cette expression, elle a pris de l'intensité en 61 avec le procès Eichmann, en se disant, au regard de l'histoire dont nous sommes les héritiers, il n'est pas question que pour les Noirs, ils vivent encore la ségrégation et la mise au banc. Donc il y a les procès, et puis il y a bien évidemment, et je terminerai par là, les documentaires, et notamment bien sûr 84, le documentaire Shoah de Claude Lanzmann, qui a permis de produire, puisque Judith faisait référence à l'effacement de l'effacement. Il reste quasi plus rien. Tout est en ruine. Il est difficile de pouvoir rendre compte. Et dans tous les cas,
on parle du summum de l'horreur, il est difficile de pouvoir le représenter, de se le représenter, en prendre conscience. Et donc, Claude Lanzmann a décidé lui aussi de mettre la parole des témoins en avant. Et il invente une forme documentaire, et le documentaire va avoir un succès très très conséquent, notamment en France, parce que aussi les témoignages sont mis sur le devant. Et ça c'est très très important, et on voit les personnes parler, raconter sur les lieux, sur le lieu de leur lieu de martyr, raconter ce qui leur est arrivé, et le lieu ne peut pas parler seul. Le lieu il est vide, il n'y a plus rien, donc il faut qu'il soit accompagné de cette parole-là pour lui redonner sens et raconter l'horreur de ce qui s'est déroulé. Je fais aussi bien sûr référence à Nuit et brouillard, où là c'est beaucoup plus par des archives, et notamment des archives nazies, que il a été diffusé dans les écoles, et oui, ils en ont gardé quand même, et ça a été une prise de conscience. Mais voilà pour, en quelques mots, juste pour donner ces 2-3 faits qui montrent que ça s'est pas fait comme ça. Et surtout, dernier mot, le négationnisme, bien sûr. Plus on a parlé de la Shoah, plus Auschwitz, plus l'opinion publique prenait conscience de l'horreur, plus le sujet était sur le devant de la scène, plus des gens voulaient faire en sorte qu'il n'arrête de l'être ou ils voulaient en profiter. Et je parle de ceux qui nient le génocide des Juifs, qui nient la Shoah. Et c'est les négationnistes, ce qu'on appelle les négationnistes. Eux aussi, ils sont arrivés tard, hein. Ils sont arrivés dans les années 70. Ils sont arrivés au moment où en France, on en parlait le plus possible. Particulièrement Forisson, 1979. Et donc là aussi, ça a été un combat. Faire connaître cette histoire et en même temps lutter contre ceux qui veulent la nier. Un grand merci Jonathan. Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Il se trouve que Jonathan a beaucoup prononcé le mot combat, et en effet, la mémoire de la Shoah depuis 1945 à nos jours a été jalonnée de combats, et pour combattre, il faut des militants. Et c'est pour ça que c'est aussi pour ça, pas seulement pour ça, mais c'est aussi pour ça que l'Union des étudiants juifs de France a été créée, donc l'association que je préside aujourd'hui. Donc c'est une association qui a été créée en 1944 par des résistants juifs qui ont décidé après la guerre de faire en sorte de créer une structure pour accueillir les rescapés de la Shoah. Donc c'est les premiers qui étaient en direct, en lien avec les rescapés de la Shoah, avec ceux qui revenaient des camps, notamment ceux qui avaient l'âge d'être étudiants, pour les réintégrer à la vie étudiante française, leur redonner le goût de la France, etc. Voilà, depuis l'UEJF et une longue histoire, je vais pas vous refaire l'histoire de l'UEJF, mais poser quand même une question. À votre avis, pourquoi, en tout cas c'est une question qu'il faut se poser, pourquoi des militants juifs français décident de mettre dans leur statut l'importance de transmettre la mémoire de la Shoah? En fait, c'est pas parce qu'on a envie de raconter l'histoire et que c'est important de raconter l'histoire, etc. Évidemment, c'est important. Il y a des historiens pour ça. Il y a des organisations mémorielles. Pourquoi des militants particulièrement le font? C'est parce que l'Union des étudiants juifs de France lutte contre le racisme et l'antisémitisme, et que pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme, une des actions, un des leviers d'action, c'est de transmettre la mémoire de la Shoah, et notamment de travailler cette question-là pour arriver à ce dont on parlait à l'instant, le plus jamais ça. Voilà, je pense que c'était déjà important de préciser ça, que la mémoire de la Shoah, la transmission de la mémoire de la Shoah permet la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Et je dis bien racisme et antisémitisme, je reviendrai après pourquoi. Donc cette histoire du militantisme pour la mémoire de la Shoah, on en a parlé, mais rapidement, il y a eu donc, à mon sens, 3 temps. Le premier temps, c'est donc ce temps dont on a déjà parlé, où les rescapés n'étaient pas entendus, on n'avait pas envie de les entendre, on n'avait pas envie de voir, et ça a été un combat militant pour les militants de l'époque, de faire en sorte qu'on entende et on écoute ces témoignages. Ensuite, il y a eu un deuxième temps, ça a été accepté dans la société, mais il y a eu un deuxième temps, la lutte contre le négationnisme, et aussi, on n'en parle pas, mais Claude l'a rappelé dans son introduction, le fait d'accepter, et que la France l'accepte, la responsabilité de la France dans la déportation des Juifs de France. Et ça aussi, ça a été un combat militant qui a attrait, voilà, à cette histoire de la transmission de la mémoire, et qui est une forme de militantisme très très importante. Aujourd'hui, on arrive
la période contemporaine. Aujourd'hui, on est face à, je pense, 3 défis dans la transmission de la mémoire de la Shoah. Le premier défi, tout le monde l'a en tête. Il se trouve que nous sommes plus de 80 ans après le début de la Seconde Guerre mondiale. Donc, les rescapés sont de moins en moins nombreux. La parole du rescapé, la parole de la personne qui dit « j'y étais, je vous raconte comment c'était », cette parole qu'on a entourée d'importance, etc., et qu'on a fait entendre dans les universités, dans les collèges, dans les lycées, organiser de grandes conférences, etc., qui a été l'événement majeur de la transmission de la mémoire de la Shoah, c'est-à-dire le témoignage du rescapé, c'est terminé. Alors évidemment, ça va se poursuivre grâce au travail documentaire, à l'audiovisuel, etc., et c'est vraiment très très important, mais il va falloir inventer de nouvelles manières. En tout cas, cette disparition des derniers témoins, c'est le défi de cette génération de militants qui sont actuellement à l'UEJF et qui se posent la question quotidiennement: comment vais-je faire pour transmettre la mémoire de la Shoah alors qu'il y a de moins en moins de témoins. Le deuxième grand défi, c'est évidemment pareil, Claude en a parlé. Il y a aujourd'hui la mémoire de la Shoah qui est transmise dans les classes, dans les collèges, dans les lycées, dans les universités, et qui est parfois retournée à l'encontre des Juifs. On le voit dans l'utilisation du terme génocide. On en a parlé dans ce qui se passe à Gaza. Je pense que c'est plus pour la prochaine séance, mais rapidement dire qu'il y a une sorte d'inversion ou une nazification des Juifs, où on essaye de faire en sorte de transformer les victimes en bourreaux, d'inverser les choses et de faire en sorte que les Juifs deviennent les nouveaux nazis. Et donc le combat militant pour la transmission de la mémoire de la Shoah, c'est aussi se battre contre cette inversion-là et contre la nazification des Juifs. Dernier point, il y a dans les collèges et les lycées ce qu'on appelle la concurrence victimaire. Il y a une difficulté parfois à enseigner la Shoah parce qu'il y a une petite musique qui sonne, qui dit mais en fait peut-être que si on parlait un petit peu moins de la Shoah, on pourrait parler d'autres choses. Par exemple de la mémoire de la colonisation et de la décolonisation. Par exemple la mémoire de l'esclavage. Et voilà, j'en viens, c'est la transition parfaite pour parler des actions de l'UEJF aujourd'hui. Et depuis le début de cette musique-là de la concurrence victimaire, il se trouve que l'UEJF a décidé non pas de parler de la mémoire de la Shoah, mais des mémoires avec un S, parce qu'il est important, et nous on a pris le contre-coup, et je pense que aussi je vous enjoins à le faire, prendre le contre-coup de cette concurrence victimaire et au contraire créer un dialogue des mémoires, parce qu'il se trouve que quand on travaille sur la mémoire de la Shoah, on travaille également presque automatiquement sur la mémoire des autres catastrophes. Il y a donc par exemple un projet de l'UEJF dans les années 2000, un grand voyage de l'UEJF organisé au Rwanda par un de mes prédécesseurs qui s'appelle Benjamin Aptan, qui est allé au Rwanda sur les traces du génocide des Tutsis au Rwanda, perpétré en 1994, et qui a pris l'engagement là-bas à l'université de Kigali de commémorer chaque année à l'UEJF la date du 7 avril, on y arrive, comme l'anniversaire du génocide des Tutsis au Rwanda. Et eux, en retour, se sont engagés à commémorer l'histoire de la Shoah. Et la mémoire de la Shoah. Et c'est ça le dialogue des mémoires. Et en fait, ça continue à plein de niveaux. On organise le 9 avril, une projection d'un film sur le génocide des Tutsis au Rwanda. On sera présent à la commémoration le 7 avril au parc de Choisy. Voilà, c'est ça, une des actions de l'UEJF, le dialogue des mémoires. D'autres actions pour réinventer la transmission de la mémoire. Rapidement. D'abord, il se trouve que on a beaucoup travaillé, on en a parlé, on a beaucoup travaillé sur les camps de concentration, les camps d'extermination, Auschwitz-Birkenau. Ce nom sonne à nos oreilles parce qu'il est très connu. Il se trouve qu'il y a une autre partie de la Shoah qui est moins connue, qu'on appelle parfois la Shoah par balle, où il y a sur les 6 millions de juifs, 1,5 million est décédé par balle dans les forêts et dans des fosses communes qui étaient à la lisière de leur village en Europe de l'Est. Ces gens-là, l'UEJF organise des voyages de la mémoire pour aller sur leurs traces. Notamment, on l'a fait en 2018 avec le père Patrick Desbois. On est parti
en Ukraine, et non pas seulement en Pologne, en Ukraine et en Pologne, pour aller voir et connaître cette histoire méconnue de la Shoah par balle. Il y a en 2018 un autre projet dont je voulais parler. On va maintenant essayer, les militants de l'UEJF et de l'UEJF, on essaye de trouver des ponts entre les étudiants d'aujourd'hui, entre les personnes qui vivent aujourd'hui en France et les déportés, les victimes de la Shoah. Alors, on va essayer de trouver différentes manières. Notamment, on avait fait en 2018, sous le mandat d'une autre de mes prédécesseurs, Noémie Madar, on avait collé partout dans Paris des plaques commémoratives, éphémères, aux adresses mêmes où étaient déportés des Juifs. C'est-à-dire que vous descendiez de chez vous le matin et vous voyez une plaque sur votre immeuble avec écrit le nom de chaque enfant qui a été déporté de cet immeuble-là, l'adresse et la date à laquelle il a été déporté. Et ça, forcément, ça crée un lien, ça connecte entre moi qui habite dans cet immeuble-là et qui ne connaissait pas cette histoire-là, et ces 3-4 noms d'enfants d'une ou deux familles qui habitaient dans le même immeuble et peut-être même dans le même appartement. On a fait, donc, il y a 2 ans, on a aussi créé une exposition qu'on fait depuis voyager dans pas mal d'universités, à Paris, en Ile-de-France et même ailleurs. Une exposition qu'on a appelée le Mémorial des étudiants déportés. Et donc, on essaye de créer, pareil, un lien entre des étudiants qui étudient aujourd'hui, qui sont en train d'apprendre un métier, médecine, du droit, de la littérature, etc. Et on expose dans leurs universités, dans les halls des universités, les histoires des étudiants qui ont vécu les mêmes histoires et qui ont peut-être eu les mêmes rêves de devenir professeurs, médecins. Et donc voilà, toujours dans cette idée de créer un lien, un pont entre des étudiants d'aujourd'hui et les étudiants d'hier qui ont été déportés. Et pour faire de la pub aussi, je me permets, le 25 mai, toujours dans l'invention de nouveaux projets, on va organiser un concert autour des musiques, des compositions des déportés juifs. Donc on est allé chercher, on a fait un travail de recherche pour trouver quelles sont les musiques qui ont été composées dans les camps, ou jouées dans les camps, composées dans les ghettos, et donc on va les rassembler, on va les faire jouer par des étudiants juifs et non juifs. Donc ce sera le 25 mai. Voilà, pour des idées de projets, de réinventer la transmission de la mémoire quand on n'a pas de témoins à disposition, et on en a de moins en moins. Et voilà, et surtout pour dire que c'est un acte militant et on est très content de... Alors, il existe un très beau livre qui s'appelle « Musique dans les camps nazis ». Joseph, ouais, tu dois le connaître, bien sûr. Il est vendu au mémorial de la Shoah. Je l'avais mis en vente, c'était mon livre, et c'est le premier qui est parti, pas de peau, j'ai plus mon livre, j'irai en rechercher d'autres. Mais c'est très important, nous qui sommes dans une année, la musique et le cinéma. Hein, c'est pourquoi aussi ces 3 séances de la trilogie comportent des grands moments de musique et de chant, d'ailleurs, puisque le chant est porteur aussi d'une parole, et c'est très, très important. Sur les génocides, un petit mot, parce que tu n'as pas prononcé le mot, effectivement, c'est la mémoire, l'histoire des mémoires des génocides, en fait. Et là, il y a un combat à mener, et je peux vous dire partout, y compris au Rwanda. Moi, j'ai fait plusieurs soirées sur le Rwanda, évidemment. On avait passé le film de Thomas Riby sur l'histoire du Rwanda et Ce qui vient du silence de Sarah Molegol, que tu connais peut-être aussi. Et on avait fait un débat. Et ce soir-là, Jacques Deves, qui est dans la salle, me dit « Mais le mémorial organise un voyage au Rwanda pour aller voir les lieux mémoriels. » J'y suis donc allée. Et à ma plus grande stupeur, d'ailleurs j'en ai écrit à Kagame, que j'aime beaucoup par ailleurs, hein. je ne mêle pas mes voix à l'anti-Kagame qu'on connaît partout en ce moment, il y avait tous les génocides et on avait effacé celui de l'Arménie. Alors, y compris au mémorial de Kigali.
Donc j'avais été très surprise et je me suis battue avec Marcel, historien au mémorial, et il m'a dit, tu sais, on est en train, le Rwanda est en train de construire les routes, c'est les Turcs. Bon, voilà. Et ça, non, absolument pas. Aucun intérêt doit primer sur la mémoire, parce que dans ce cas-là, alors on va nier le Rwanda. D'ailleurs, ça a été fait, hein, on m'a dit, ouais, tu fais un truc sur le Rwanda, mais alors quand même 23, tu les défends, etc. Donc on mélange tout. Pour les Juifs, c'est la même chose, la Shoah, et Gaza, on m'envoie des photos, moi, d'enfants sous les gravats, enfin, etc. Donc il y a une volonté de tout mélanger, voilà. Mais par contre, il faut bien être ferme sur ce que les peuples ont vécu. D'ailleurs, je rappelle ici qu'on aura une soirée sur l'Arménie au mois de juin, parce que l'Arménie, ça continue dans la plus grande indifférence générale, parce qu'on achète le gaz à l'Azerbaïdjan, qu'il l'achète aux Russes, et on a besoin du gaz. Bon, alors du coup, l'Arménie, les gazoducs doivent passer par là, hein, alors donc on va rien dire. Donc attention, c'est grave. Il y a toujours des intérêts, quels qu'ils soient, derrière la négation des génocides, et c'est extrêmement important. On va, peut-être vous avez quelques questions, parce que j'aimerais bien, ils étaient très importants, tout ce qui a été dit. Non, je ne marcherai pas dessus. Je voulais dire qu'évidemment, on aborde des sujets extrêmement durs et difficiles, mais ça n'empêche pas nos amis, parce qu'il n'a pas pu résister. En plus, il y a une maxime, ça irait très bien à mon cher mari, qui est d'origine juive, lui aussi, dont les grands-parents sont morts à Auschwitz également. Le bouquin de l'humour juif, tout un livre sur l'humour. Alors, je vous invite évidemment à le consulter. Mais en première page, ils ont choisi... comment c'est pas mes lunettes. Alors il dit, comment fait une mère juive pour changer une ampoule? C'est pas grave mon fils, je resterai dans le noir. Alors ça c'est Philippe Herzog, hein, parce que changer l'ampoule c'est pas. Alors préfère rester dans le noir. Je plaisante évidemment mon cher Philippe. Bon, alors donc c'était aussi pour dire que tu faisais aussi partie de cette origine et que on était très fiers d'être ou ton ami ou ton épouse ou ton enfant. Et on préfère être de ce côté-là, et comme l'a écrit Annette Vivorka d'ailleurs, juif résistant et communiste, voilà, et croate qui plus est lui. Donc il a tous les défauts, mais on l'aime bien. Hein, voilà. Alors, question dans la salle pour que nos trois invités puissent répondre, voilà, d'une ou deux phrases chacun, parce que cette séance n'est pas évidemment un colloque, hein, c'est pour donner envie d'aller plus loin. On espère vous avoir donné envie, et pour voir aussi un beau film. Jean Mariani a levé la main, donc je vais lui donner le micro. Alors, si tu peux être court, mon cher Jean, parce que je te connais bien. Je vais être très bref. D'abord, je ne suis pas d'accord avec le terme antisémitisme qui évoque, n'est-ce pas, des connotations tout à fait incorrectes. Je préfère le terme de judéophobie, parce que dans judéophobie, il y a le terme phobie, qui est une névrose, n'est-ce pas? On est claustrophobe, on est agoraphobe, parce que comment dirais-je, la haine des Juifs, en fait, c'est une sorte d'invariant, hein, qu'avait rappelé d'ailleurs le rabbin la dernière fois, et qui est une véritable névrose. Donc je préfère le terme judéophobie plutôt que celui d'antisémitisme qui ne veut plus rien dire. D'ailleurs, on dit islamophobie. Bon, premièrement. Deuxièmement, je pense qu'il faut distinguer trois antisémitismes. L'antisémitisme, disons, chrétien, qui a des racines anthropologiques liées à ce que j'appellerais le complexe de Deep. L'antisémitisme musulman, excusez-moi, je devrais dire la judéophobie, qui est lié à ce que j'appellerais le complexe de Caïn, et l'antisémitisme néo-païen, n'est-ce pas, qui est lié à ce que j'appellerais un complexe d'orphelin. Voilà. Parce que ce que reproche, en fait, le nazisme, qui est un antisémitisme néo-païen, donc anti-chrétien, pas seulement anti-juif, c'est pas d'avoir tué Jésus, c'est au contraire d'avoir emmené le christianisme en Europe et d'avoir déraciné les peuples germaniques, latins, etc., de leur vieille divinité ancestrale. Bon, enfin, je ne vais pas être plus long, mais ça ferait l'objet d'une longue étude. Alors, attendez, on va peut-être prendre des questions aussi des jeunes. Vous avez des questions, les jeunes, j'espère. Et les moins jeunes, bien sûr. Voilà. Alors, il y a une jeune fille qui lève son doigt. Bravo.
Je voudrais juste dire quelque chose, si vous avez envie de poser des questions, quelles qu'elles soient, même si ça vous paraît, je parle peut-être aux plus jeunes, si ça vous paraît, si c'est des questions simples ou des questions, n'hésitez surtout pas à les poser. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Bonjour, je suis désolée si je parle pas très bien dans le micro, c'est la première fois. Déjà, je voulais vous remercier pour vos interventions parce que j'ai trouvé ça très intéressant et la cause des génocides, etc. et de les garder en mémoire, c'est quelque chose qui me touche énormément. J'avais une question, je suis désolée, je ne sais plus qui est l'intervenant, etc. Je crois que c'est quelqu'un qui vient d'une association, si j'ai bien compris, d'étudiants. Oui, désolée. Par rapport à votre deuxième point, vous aviez plus ou moins évoqué la question de la Palestine et d'Israël, ce qui est normal au vu de la situation. C'est vraiment juste pour m'éclaircir, c'est pas un reproche, c'est juste pour comprendre, si j'ai bien compris, est-ce que vous insinuez du coup qu'il n'y aurait pas de génocide ou alors que... Oui, c'est ça, ou alors que justement... comment ça s'appelle ? Qui en fait, il y aurait une inversion et qu'on dirait que Israël serait considéré comme les nazis d'aujourd'hui. Enfin, j'ai pas très bien compris ce point-là, c'est pour m'éclaircir. D'accord, merci. Alors cette question très très importante fera l'objet de la 3e session, mais évidemment, Joseph, tu peux répondre. Est-ce qu'il y a d'autres questions tant que je suis là? Et je vais revenir. Non, alors on commence. On commence, Joseph et puis Judith, peut-être sur la question de Mariani quand même, parce que de gens très importantes, bon, on en a déjà discuté la dernière fois, mais vas-y. Alors, il se trouve que ce qui se passe à Gaza et en Palestine de façon plus générale, c'est très grave, c'est très triste. Il y a les images qui nous viennent aussi sont terribles et je les vois comme vous. Il se trouve que la Cour internationale, enfin les différentes cours internationales n'ont pas dit qu'il y avait un génocide. Pourtant, ce mot a été utilisé dès le lendemain du 7 octobre. Le 7 octobre, il y avait les terroristes du Hamas qui sont rentrés en Israël et qui ont massacré plus de 1400 personnes, des prises d'otages. Et dès ce moment-là, en France, des organisations militantes ont utilisé le terme génocide. Et à ce moment-là, il n'y avait pas encore la réponse israélienne ou les bombardements israéliens, etc. Le fait que, même avant le début de la guerre, ou en tout cas, avant le début de la réponse, il y a déjà ce mot, ce terme génocide qui circule partout, et exactement qui est infusé, ça me fait dire qu'en fait, il y a une volonté derrière. Et cette volonté-là, c'est ce dont je parlais, c'est cette inversion qui fait en sorte que le juif, tout d'un coup, ou en tout cas Israël, donc l'État juif, donc le juif, tout d'un coup deviendrait un nazi et serait capable de faire ce que les nazis ont fait. Et donc en fait, cette inversion-là de dire que... Alors il y a plein de mots pour décrire ce qui se passe à Gaza, il y a plein de manières de militer et d'aider le peuple palestinien. D'ailleurs, à l'UEJF, depuis des années, on milite pour une solution à 2 États. On rencontre des organisations israéliennes qui militent pour la paix. On rencontre des organisations palestiniennes qui militent pour la paix. On va dans les territoires palestiniens pour rencontrer ces personnes-là. Ça veut dire on a même des connaissances, des amis palestiniens. Et le fait que ces gens-là qui sont sur le terrain n'utilisent pas le terme Palestine, n'utilisent pas le terme génocide, ceux qui sont en Palestine, mais utilisent le terme, enfin je sais pas, ils parlent de crimes de guerre, massacre. Il y a des dizaines de mots qui sont utilisés par ces associations-là, ces organisations qui sont sur le terrain. Et qu'en France, par ailleurs, il y a d'autres organisations militantes qui, pour le coup, moi je le sais, ne connaissent pas de Palestiniens, ne luttent pas pour la libération du peuple palestinien par une solution pacifique qui est la solution à 2 États, mais qui ont d'autres motivations. Donc moi, en tant que militant, je suis obligé d'aller chercher, réfléchir à quelles sont leurs motivations. Et leurs motivations, j'ai l'impression qu'il y a un fond d'inversion, d'antisémitisme, dans l'idée que là, il va falloir retourner vite la question, profiter du 7 octobre pour faire une inversion accusatoire et pointer du doigt les juifs comme étant des nazis. Ensuite, je parle aussi, il faut détacher la question de la lutte pour les droits des Palestiniens en France et
la lutte pour la paix en Israël et en Palestine. Parce que ce qui se passe en France, souvent, a très très peu de... La mobilisation pro-palestinienne et certaines de leurs dérives, parce qu'il y a forcément, j'en suis persuadé, des gens qui ont de très bonnes intentions, qui luttent pour la paix, la solution à 2 États, voilà, qui luttent pour le peuple palestinien. Mais il y a des gens, des dérives à l'intérieur, qui sont en train de faire en sorte de retourner la situation et qui n'aident pas du tout les Palestiniens et qui n'ont pour seule vocation que avoir des conséquences négatives sur les Juifs de France et notamment sur les étudiants juifs de France. Voilà. Alors, j'ajouterai quand même un petit mot, parce qu'on parle beaucoup des Palestiniens en Palestine. Il y a un État en Israël aussi, et on peut critiquer la politique de Netanyahou. Moi, j'en fais partie. Je pense qu'il y a d'autres réponses que les bombes. C'est d'ailleurs, sans vouloir faire d'amalgame avec Russie et Ukraine d'ailleurs, il faut aller vers négociations, et les Juifs d'Israël également commencent aussi à se retourner, pas commencent, de tout temps d'ailleurs, il y en a eu qui se sont retournés contre cet État qui était dur, orthodoxe, etc., et qui s'est battu d'ailleurs pendant les négociations de paix à l'époque, et ils ont réussi quand même à avoir le pouvoir aujourd'hui. Donc c'est un vrai problème, effectivement, c'est une histoire qui date pas de la guerre, pas du 7 octobre d'ailleurs, depuis 48, depuis la fabrication des 2 États, mais déjà c'était séculaire entre eux, et les Juifs ont toujours cherché leur territoire. Ils avaient trouvé la Palestine, effectivement, Israël, et aujourd'hui, ben voilà, il faut recommencer les négociations dans une situation conflictuelle extrêmement complexe. Je voulais quand même rajouter ça, parce que sinon on ne comprend pas. Et finalement, nous, on serait les méchants qui sommes heureux que les bombes tombent sur Gaza, alors que non. Et en plus, je dirais un mot, critiquons le Hamas, quand même, organisation terroriste si l'on est, et qui se réfugie derrière les Palestiniens eux-mêmes, qui les prennent comme boucliers d'ailleurs pour ne pas recevoir les bombes, et qui impose la charia à son peuple. Franchement, les femmes, vous devriez être toutes debout contre tout ça. Alors, je donne la parole à Judith pour la deuxième réponse. Marianne. Alors, je vais laisser John répondre à ça. Moi, je voulais juste je voulais juste dire quelque chose. Je pense que très souvent, compléter juste ce que dit Yasser, on a beaucoup de méconnaissance de ce qui se passe dans les endroits où ça se passe. On a beaucoup de méconnaissance, y compris alors tout à l'heure, parce qu'on parlait de la question de l'antisémitisme et du fait qu'il y a des préjugés sur les juifs, et il y a des représentations des juifs complètement tronquées qui sont nourries par un imaginaire qui est nourri, enfin par des fantasmes qui nourrissent l'imaginaire, par des théories complotistes qui disent que les juifs veulent, par exemple, ils veulent gouverner le monde, qu'ils veulent s'infiltrer partout, qu'ils ont les banques, qu'ils ont les médias. Enfin, vous voyez, tout ça là, c'est nourri par un imaginaire qui finit par devenir, dans la représentation de beaucoup de gens, une sorte de réalité. Et moi, je dis que c'est pour ça que c'est très très important de se rencontrer, de se parler, d'aller à la rencontre des gens. Et si on veut savoir ce que c'est les juifs, parce que je trouve que moi j'ai écrit un module d'intervention dans les classes contre l'antisémitisme. Contre les préjugés et stéréotypes racistes, antisémites, sexistes, homophobes. Et donc, on voit comment, finalement, ils sont très mêlés, parce que c'est dans les collèges et dans les lycées, et on voit comment les jeunes ont des sortes d'assertions. Ils sont très, très sûrs d'eux-mêmes en disant « Non, mais c'est comme ça, les juifs, ils sont partout, ou les arabes, c'est tous des voleurs, et les noirs, etc. » Et donc, ils sont tout à fait convaincus de ce qu'ils disent, alors que si on leur pose la question parfois, mais souvent, mais vous en connaissez des juifs, mais vous connaissez des arabes, ça dépend dans quel endroit. Ben non. Mais alors pourquoi vous dites ça? Ben c'est ce qu'on dit. Alors je crois que c'est très très important concernant justement cette question et de l'antisémitisme, mais ça recouvre aussi la question du racisme, parce que les gens qui ont le plus peur des autres, ce sont ceux qui les voient le moins, qui les fréquentent le moins, parce que justement c'est ça qui génère aussi la peur, c'est la méconnaissance. Et donc je crois que ce soit pour cette question-là, et aussi pour des choses qui concernent... Je pensais à ça parce que pendant que Youssef parlait, je me disais qu'il y a peu de gens qui savent qu'il y a en Israël, il y a 2 millions d'Arabes israéliens, une partie sont palestiniens, qui ont les mêmes droits que les autres, en fait. Donc qui sont partout, dans les universités, dans les hôpitaux, dans les... voilà, ils font partie de l'État israélien, et très souvent les gens ne le savent pas, parce que c'est complexe. C'est-à-dire que même aujourd'hui, en temps
d'une guerre qui est quand même très violente et des massacres qu'il y a, parce que je suis d'accord avec Youssef, il faut dénoncer ce qui se passe tout en gardant les choses où elles sont. Et bien, il y a la population qui reste dans une forme de cohésion et qui utilise des outils démocratiques, ils descendent dans la rue, enfin, ils montrent avec quoi ils sont pas d'accord. Mais voilà, je dis ça parce qu'on a une représentation aussi d'Israël et de la Palestine, comme de beaucoup d'endroits. Hein. Et on parlait du Rwanda tout à l'heure. Et on a des avis sur tout et on est tout à fait très convaincus, très souvent, en sachant peu de choses et en projetant ce que nous, on a envie de mettre dedans. Et c'est souvent... Voilà, c'est ce que je dis. C'est pour ça que je dis, si vous avez des questions, même sur des choses, n'hésitez pas. Et Jonathan voulait répondre. Voilà. Prenons d'abord la question suivante. Oui, je voudrais juste est-ce qu'on pourrait se mettre d'accord sur ce que c'est que la définition d'un génocide, puisque les mots sont très importants, et je pense qu'il y a peut-être une incompréhension, ou peut-être aussi de ma part, est-ce qu'on pourrait simplement définir les termes, puisque là, c'est pas adéquat d'utiliser ce mot. Donc à ces cas-là, j'aimerais bien comprendre vraiment voilà, ce que ça veut dire. C'est peut-être une question bête, mais au moins ça serait clair. Vous avez raison. Attends, Jonathan, 2 minutes. On prend la dernière. Vous voulez dire quelque chose? Alors, Philippe Herzog, quelques mots. Pas non, très court. et après, on vient à la tribune et on arrête à la le, pile, on chante. Sur le mot génocide, il faut répondre aussi sur pourquoi ce mot n'est pas utilisé. Un peu plus près du micro, t'entends pas. Oui, pourquoi le mot génocide n'est pas utilisé dans tous ces conflits-là? C'est tout simplement que pour les Européens, en tout cas, il y a une spécificité de la question juive, qui est l'extermination totale d'un peuple. La solution finale, c'est notre spécificité. On ne peut pas gommer ça. Et donc, si on cherche des génocides partout, on gomme aussi un fait historique majeur, un traumatisme pour toute l'Europe et pour le monde entier d'ailleurs, parce qu'il faut voir les répercussions partout. Donc, on doit comprendre la singularité de chacun des désastres et ne pas faire l'amalgame sur tous, comme disait Claude plusieurs fois tout à l'heure. Jonathan. Et c'est pourquoi d'ailleurs ça soulève les passions en Europe quand on mobilise ce mot-là, sans savoir comment, ce qu'il recouvre. Donc vous avez raison de poser cette question-là. Il y a des définitions juridiques qui sont données de ce qu'est un génocide. Il y a des définitions qui sont données par les historiens. Ce n'est pas forcément les mêmes. Mais là, on va dire que dans l'opinion de ces lieux d'expertise-là, l'accord, pour le dire grossièrement, mais l'accord là où ça se rejoint, c'est pour dire ce que vous venez de dire, c'est-à-dire une intention et un projet d'extermination entière, totale, d'un peuple. Et donc, c'est qu'il y a un projet politique mis en place pour qu'il ne reste plus une seule personne. Des références à l'expression jusqu'au dernier pour le documentaire sur l'histoire de la Shoah. Un autre sur le génocide des Tutsis au Rwanda, ça s'intitule « Tuer les tous ». On entend bien là qu'il y a cette intention jusqu'au dernier. Et dans le projet nazi, on allait les chercher, alors ça s'appelle partout, même dans les petites villes, les petites îles grecques, etc. On voulait aller jusqu'au dernier. Par exemple, en Afrique du Nord, aujourd'hui, les Juifs de France, il y a une grande partie qui sont des Juifs qui viennent de Tunisie, d'Algérie, du Maroc. Ils sont. Bien sûr, non, mais je parle qui composent l'Afrique du Nord. Et donc, le projet nazi, par exemple, voulait aussi aller jusqu'à tuer les Juifs en Afrique du Nord. Quelques mois, si la Seconde Guerre mondiale avait duré 1 an de plus, ils auraient été également touchés. Donc voilà, l'idée, c'est de tuer jusqu'au dernier. Ça, c'est la définition juridique. Enfin, c'est un des aspects de la définition juridique du génocide. Selon les grandes organisations internationales, il y a quelques génocides qui ont été dans l'histoire. Il n'y a pas que le génocide des Juifs. Il n'y a pas qu'en Europe, puisqu'il y a, comme on l'a évoqué là, les Tutsis au Rwanda. Il y a également les Arméniens. Il y a également les Héréros. Il y a également le génocide au Cambodge, qui est aussi considéré, qui fait débat encore, mais qui est considéré par les grandes organisations internationales ainsi. Mais on voit qu'il y a des débats. Et même pour l'invention du terme génocide est arrivée après la Shoah, la première fois qu'on l'a utilisé, par un juriste. Donc tout ça, Lemkin, tout ça, ça a été un long processus. Mais le sujet qui était abordé avant, et merci beaucoup pour cette question, c'est pourquoi
pour parler d'une souffrance, parce que bien évidemment la souffrance des Palestiniens est immense, pourquoi est-il besoin, et ça c'est toute l'histoire, de mobiliser différents termes et d'ouvrir du coup un débat sémantique là où on doit parler de la souffrance de personnes. Et c'est dommage que le débat vienne occulter ça. Et c'est comme, pour répondre du coup et conclure et tourner la boucle, le premier point, tous les débats sémantiques sur comment on fait pour définir la haine des juifs. Est-ce que c'est antisémitisme? Est-ce que c'est anti-judaïsme? Est-ce que c'est judéophobie? Ce sont des débats très importants, mais ils ne doivent pas pour autant recouvrir le fait de parler du phénomène dont on est en train de parler. Et donc l'antisémitisme aujourd'hui est un terme impropre, vous avez raison, je le trouve aussi, mais par facilité de langage, c'est un terme qui s'est installé. Juste, et pour conclure là-dessus, le terme, et on le sait moins aujourd'hui, pourtant, et c'est peut-être ce qui lui donne des défauts et en même temps sa force, c'est qu'il a été inventé par un antisémite. L'antisémitisme, au début, il est né en 1879 en Allemagne, inventé par le journaliste Wilhelm Marr, et il a utilisé ce terme de manière positive. Pour dire je suis antisémite. C'était un terme glorieux. Et pendant des décennies, en tout cas pendant 2 décennies, 2-3 décennies, même en réalité jusqu'aux années 30, les gens étaient fiers de se définir en tant qu'antisémites. Heureusement, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est beaucoup moins possible. Un grand merci. Alors, je suis désolée, on va les applaudir bien fort. Ils sont bien sûr tout le temps à votre disposition avec leurs documentaires. Ce sont des militants, eux aussi, comme Youssef à la faculté. Je dois dire, il ne l'a pas dit, mais il le dira la prochaine fois, puisque j'ai proposé à l'Union des étudiants juifs de France d'animer la prochaine séance, qui rassemblera des historiens de l'État d'Israël, justement, et du président de la Fondation de l'Islam de France. Donc on veut vraiment le débat avec les musulmans. On veut aussi le débat avec les chrétiens, parce que ils n'ont pas tous bien agi non plus pendant la guerre, il faut quand même le dire. Le pape et l'Église n'ont pas toujours bien agi, certains oui, d'autres non, l'institution non. Donc il faut qu'on en parle. Et je dois dire, pour aller dans le sens de justice sur les documentaires ou l'histoire tout à l'heure qui a été rappelée, oui, il faut parler de tout. Il y a le génocide, c'est notre sujet aujourd'hui. Nous parlerons du colonialisme, évidemment. Il y a eu d'ailleurs une émission formidable sur Arte, le colonialisme français. Pour ceux qui l'ont vu, c'est époustouflant. Et c'est pas seulement l'Algérie, c'est l'Afrique, c'est l'Indochine, etc. Où là, on fait pas de cadeau à la France et on regarde les choses avec des images d'archives incontestables. Donc ça, c'est extraordinaire. Mais on a eu droit aussi à une émission sur la responsabilité de Vichy. Alors là, formidable, suivi de la responsabilité de la gendarmerie nationale. Quand on sait que la gendarmerie a été utilisée pour arrêter tous les juifs partout, elle les poursuivre jusqu'à Marseille. Ça se voit dans le film Monicum in Vienna, que nous avons projeté également. Les juifs allemands qu'on rend aux nazis quand ils envahissent la France, on leur dit voilà, vos hommes, ils sont allemands, ils se sauvent, ils vont jusqu'à Marseille pour fuir aux États-Unis. On les poursuit jusque sur le bateau, quoi, pour qu'ils partent pas aux États-Unis. Et Troller, qui témoigne d'ailleurs dans ce film formidable, Troller, qui disait pauvre Franche, parce qu'il prononçait les ceux comme cheux. Et alors il disait on nous a rejetés, moi qui aime la Franche, on nous a rejetés. Et il dit, et même Chagall qui voulait venir en France expatrié, parce qu'il y avait des pogroms partout, y compris en Russie, bien sûr. Et donc, Chagall est arrivé en France, on l'a pas voulu lui, et Troller disait, vous vous rendez compte, Chagall, il amène rien à la France. Pauvre Franche. J'adore cette histoire de Troller, elle est formidable. Et pour ceux qui n'ont pas vu Welcome in Vienna, alors là, je vous invite à aller voir cette merveilleuse trilogie et écouter Troller. Ça dure aussi longtemps qu'un des 3 films. Donc il y a 8 heures de film, mais alors on ne se lâche pas une seule minute, quoi. C'est formidable. Voilà. Donc, je vais vous demander d'aller vous asseoir si vous le voulez bien. On ne part pas, bien sûr. Nobel Prize winner Imre Kertész. Academy Award nominee Lajos Koltai. 5-time Academy Award nominee Ennio Morricone. These masters join forces to create the most moving drama of our time.
Volt világos éjszakán, miről álmodik a lány, hogy jön egy királyfitán. Profoundly moving, a genuinely new way of looking at the Holocaust. Superb performances. A haunting and unforgettable movie, the ultimate statement on the subject. You can close your eyes. You can turn away. But you will never forget. Think Film and H2O Motion Pictures proudly present the true story of a child who had the courage to come back home. Fateless. Ce film, il a été réalisé longtemps après, évidemment. On sent bien que ce n'est pas seulement une réalité qu'on offre, c'est une réflexion sur les camps de concentration, sur comment survivre dans les camps. La nourriture et la faim prennent une place évidemment essentielle. Et le froid, oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand on veut survivre, on affronte la faim, le froid, la fatigue, la maladie, les bobos, si j'ose dire. Et la peste, il a rêvé de ça. Enfin, c'était son but d'en venir. Le retour n'est pas brillant. Pardon. Et à la fin, c'est pire. C'est-à-dire que c'est très joli ce qu'il nous dit, Repartès. Il fait un reproche affectueux à ceux qui l'ont sauvé, c'est-à-dire qu'en même temps, il aurait pu mourir et il aurait été libéré. Et en même temps, il est de retour et il choisit la vie. D'ailleurs, il choisit la vie. Il va écrire, il sera plus de littérature. Heureusement, c'est pas évident, évidemment. Et on a tout dans ce film. On a la réflexion sur on n'y croit pas, on y va, on va vivre dans les camps, on vit dans les camps, on revient, on n'est pas accueilli, on veut qu'on oublie, et puis voilà. Et pour lui, il a vécu quelque chose de très important. Ça fait penser à ce que vous dites dans votre film, quand ces gens nous disent j'y ai laissé, c'est une partie de ma vie qui est là-bas. Et pour moi, Auschwitz, enfin, j'ai entendu cette dame, je ne me rappelle plus de son nom. Marceline Lorillon. Voilà. Et qui me dit c'est chez moi là-bas, et j'aimerais, d'ailleurs, j'irai peut-être mourir là-bas, enfin, je vais me faire enterrer là-bas. Bon, voilà, il y a quelque chose d'excessivement fort, ils ont vécu, comme il dit, on peut vivre l'inimaginable. Johnny Hallyday chantait, on s'habitue autrement. Mais il y a de ça dans l'homme, il faut avoir quand même envie de vivre pour surmonter les choses comme ça. Il y a une force très très forte. On ne va pas ouvrir le débat à ce heure-ci. On va se retrouver, bien sûr, on va se retrouver le 20 mai pour un autre type de film. On a vu La ville sans juifs, bon, c'est une satire. Là, c'est la réalité de la Shoah, de la contamination. Les juifs, ils ont été quand même 400 000. C'est le pays où il y a le plus de disparus en proportion. 800 000, c'est les 400 000. Donc c'est énorme. Et c'est à la veille de la fin de la guerre, quoi. C'est l'horreur. Et vous avez vu dans le film, comme chez nous, ce sont les gendarmes, on croit, qui emmènent les jeunes. Nous, c'est les gendarmes français, qui emmènent les juifs et les jeunes dans l'extermination. Donc, merci d'être là. On s'appelle. Donc, voilà, tout est montré, tout est dit, en tout cas. Tout est dit. Alors, il y a un tout petit passage sur les haïr, toute cette période où ces gens, tout le monde, finalement. Il le dit à sa façon dans... Oui, on va libérer la salle en 2 minutes dans le film, dans le bus, pardon, quand il revient, il lui dit « Je vous sens de la haine, hein, quand même,
On s'y attend pas d'ailleurs à cette réaction, puisqu'il arrive à tout sur lui. Et encore 2 mots, Alain, excuse-moi, mais c'est vrai que les petits moments de grâce dans le film, quand le roi lui dit « Mais tu veux pas avoir Budapest ?» J'ai froid. Tu veux pas avoir Budapest? J'ai froid. Voilà, il a trouvé pas. Et l'autre, il lui donne sa veste. Enfin, il y a des petites choses comme ça, des petits moments de solidarité qui sont très forts, qui ont aidé à la survie de tous ces gens. Je pense que c'est ça qui a permis à ces gens de survivre. C'est très bien montré dans le film. Alors, on va libérer la salle parce que je crois qu'il y a une autre séance. Alors, par contre, je vous invite, pour ceux qui ont envie, en tout cas, on se retrouve autour d'un dîner, enfin d'un plat, on prend ce qu'on veut d'ailleurs, on vient vers, tout simplement. Ça s'appelle à l'atelier d'André. C'est tout près d'ici, c'est à 500 mètres. On va dans la rue Saint-André-des-Arts, comme si on repartait vers Saint-Michel, et à Monolé, vous allez voir l'atelier d'André. On se retrouve là, et tu as invité Jonathan, tu aussi, bien sûr, et Joseph aussi. À tout de suite. Voilà, on va libérer nous le...